J'étais censé parler de l'aspect énergétique et climatique. J'aimerais bien voir le premier graphique. On le voit là? Oui, oui. Oui. Donc peut-être Ah, voilà, il est là. Parfait. Donc, voilà, je pense que pour parler de l'impact énergétique, il est intéressant de revenir sur notre histoire énergétique. Hein. D'où vient-on et aussi où va-t-on, hein. Donc, quel est notre horizon énergétique? Donc, ici, on a un exemple canonique, hein, c'est celui des États-Unis, qui était une sorte de premier de classe à une certaine époque, parce qu'ils ont été les premiers consommateurs, les premiers importateurs et les premiers producteurs aussi, extracteurs, on va dire, pendant toute une période. Donc, cette courbe illustre la production de pétrole brut conventionnel aux États-Unis et elle est significative de toute ressource non renouvelable. En fait, toute ressource non renouvelable, quand elle est exploitée, elle passe par un maximum et après le maximum, elle décroît de façon inexorable. Hein. Donc voilà, c'est ce qui va se passer, c'est prévisible pour toute ressource non renouvelables, ça peut être les énergies fossiles, mais aussi les métaux et les non-métaux, et même le sable, par exemple. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette courbe en bleu que vous voyez là, elle a été calculée 15 ans à peu près avant le pic proprement dit par un certain Marion King-Huber. Hein, et donc, quand il a annoncé ce calcul, personne ne l'a cru, évidemment, mais il avait très bien calculé son coût. Et la courbe, en fait, vous voyez bien, elle correspond très bien aux petits points noirs que vous voyez, qui sont les points d'extraction réels selon l'Agence états-unienne de l'énergie. Voilà. On peut passer au graphique suivant. Voilà. Alors, ce même Marion King-Huber, qui était quelqu'un quand même d'assez intéressant, imaginatif, en 1969, il a eu l'idée de représenter la consommation d'énergie fossile par l'humanité sur une échelle de 10 000 ans. Et ça nous donne ce graphique assez surprenant. Hein. Qu'est-ce qu'on voit là? Donc le zéro, en fait, correspond à l'année 1969 où il a fait ce graphique. On a 5000 ans avant et 5000 ans après. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit que la période de consommation d'énergie fossile de l'humanité, elle va durer plus ou moins 400 ans. On peut aussi imaginer qu'on n'est pas très loin du sommet, puisque le pic du pétrole conventionnel, brut conventionnel, a été atteint en 2008, hein, selon l'Agence internationale de l'énergie. Et très probablement, selon moi, en 2018, on a atteint le pic cumulé du conventionnel et du non conventionnel. Mais hein? Très concrètement, par rapport à la 5G, qu'est-ce que vous voulez dire et montrer alors en nous montrant ce schéma-là? Je veux vous montrer que c'est intéressant de s'intéresser à notre histoire et à notre futur. Donc, ça veut dire quoi, ceci? Ça veut dire qu'en fait, on se dirige vers les périodes de pénurie. Et donc, vers des pénuries, ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut analyser tout nouveau projet, toute nouvelle technique au crible de ce constat de problème énergétique. Quoi. Donc, voilà, on peut passer à la suite. Enfin, il n'y a plus de diapositives. Donc, je vais passer à la 5G proprement dite. Donc, tout d'abord, un tout petit historique sur la courte histoire de la téléphonie mobile. Hein. Donc, avant 1990, il n'y avait pas de téléphonie mobile, ou si peu, très très peu. Elle était réservée à des cas particuliers ou à quelques ultra riches. Hein. Il fallait compter 100 ou 200 000 euros pour s'offrir un téléphone portable, entre guillemets, dans sa voiture. À partir de 1990, on entre dans la décennie de la 2G. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à remplacer, en quelque sorte, le paquet de cigarettes dans la poche par le GSM et le smartphone pour finir. Donc, à chaque décennie, on a eu une nouvelle génération. On a eu la 3G, la 4G et peut-être aujourd'hui la 5G, sauf si on arrive à arrêter cette chose. Ce qu'il faut dire ici, c'est que à chaque nouvelle génération de téléphonie mobile, on a eu une forte augmentation des flux de données et donc de la consommation d'énergie. Hein, et donc, c'est ce qui va aussi arriver avec la 5G. Et à mon avis, ça va être pire encore que pour les sauts précédents, pour toute une série de raisons.
on sait déjà, et ça c'est Huawei qui le dit, hein, dans plusieurs documents qu'ils ont émis l'année passée, les antennes de la 5G consomment 3 ou 4 fois plus d'énergie que les précédentes. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Donc la 5G fera appel à des fréquences d'aujourd'hui, mais à des nouvelles fréquences, c'est-à-dire 3,6, 26 GHz et au-delà de 30 GHz, ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Alors, le problème de ces ondes, un des problèmes, c'est qu'elles sont très vite arrêtées, hein, donc très vite atténuées par des petits obstacles comme des feuilles d'arbres, la pluie, le brouillard, etc. Donc, la conséquence, c'est qu'il faut multiplier ces antennes. Hein. Donc, on considère qu'en milieu urbain, on va se retrouver à une antenne tous les 100 mètres par opérateur. Hein. Donc, un troisième aspect, c'est évidemment ces antennes, on ne va pas les planter comme ça toutes seules, il faut les relier au réseau. Donc il faut installer tout un réseau de fibre optique pour pouvoir relier ces antennes au cœur du réseau. Donc qui dit évidemment installation d'un réseau de fibre optique, dit évidemment dépenses d'énergie, une nouvelle fois. Donc on a parlé aussi de l'augmentation faramineuse des données que ça va engendrer. Évidemment, plus de données, ça veut dire aussi des centres de données avec des plus grandes capacités, donc plus de serveurs et plus de capacités de stockage. De nouveau, une dépense d'énergie. Et puis alors, il y a encore quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la question calamiteuse, à mon avis, des satellites. Donc l'idée, c'est la 5G était conçue en intégrant des satellites. Donc aujourd'hui, il y a déjà en projet de l'ordre de 100 000 satellites. Donc ces satellites, ça va permettre de couvrir chaque centimètre carré de la Terre, y compris dans les endroits les plus reculés. Alors, ces satellites, évidemment, il faut les transporter, il faut les propulser dans ce qu'on appelle en orbite basse, hein, entre 500 et 1000 km. Ça demande quand même beaucoup d'énergie et surtout, ces fusées dégagent ce qu'on appelle des suies noires qui vont augmenter l'effet de serre. Alors, on peut aussi parler de l'impact sur le ciel. Hein. On va se retrouver avec un ciel complètement transformé. Hein. Donc, ces satellites vont être plus brillants que 99% des étoiles qu'on peut voir en temps normal. Ouais, un autre impact dont on peut parler aussi, c'est la nécessité aussi de devoir remplacer notamment les téléphones pour pouvoir utiliser la 5G, en tout cas pas la 5G là est actuelle, mais la 5G telle qu'elle est imaginée. Et donc aussi un impact au niveau de l'environnement, notamment en termes d'extraction des minerais et tout l'impact que ça peut avoir au niveau environnemental et aussi au niveau humain par rapport à l'extraction des minerais. J'y arrivais. Ouais, pardon. Donc, selon des estimations très sérieuses, donc la seule consommation des antennes, on ne parle que des antennes ici, ça représenterait pour un pays comme le nôtre une augmentation de la consommation électrique de 2%, uniquement les antennes. Mais à côté de ça, il y a tout le reste, hein, toute l'énergie qui sera nécessaire pour installer toute cette infrastructure et fabriquer, comme vous venez de le dire, tous ces terminaux, etc., hein, à partir de l'extraction des métaux, fabrication, etc., et finalement mise au rebut. Hein. Donc, un petit mot sur le numérique aujourd'hui, c'est 5 milliards d'utilisateurs, plus ou moins, hein. C'est plus ou moins 20 milliards de terminaux. Donc, quand on dit terminaux, on parle de smartphones, tablettes, PC, etc. C'est 20 milliards d'objets connectés, en plus des 20 premiers. On annonce, grâce à la 5G et à l'Internet des objets, déjà 50 milliards d'objets connectés en 2025. Les estimations varient, mais c'est dans un ordre de grandeur. Et on a aujourd'hui aussi plus de 50 millions de serveurs. Alors, ça a des effets, ça, évidemment. Hein. Tout ça, ça représente 5% de la consommation d'énergie primaire, plus ou moins 5% de l'électricité aussi, et plus ou moins aussi 5% de la production de gaz à effet de serre, ce qui effectivement place ceci au niveau du transport aérien. D'accord. Alors, deux chiffres qui sont assez frappants. La fabrication des smartphones à elle seule, ça représente 2% de la production des gaz à effet de serre mondiale. Hein. Et la vidéo en ligne, on en a parlé, c'est 1%. Hein. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 7 milliards de téléphones cellulaires, dont 3 milliards de smartphones. Je pense qu'on en fabrique de l'ordre d'1 milliard par an.
on en vend 1 milliard par an, donc vous voyez où on va, quoi. D'accord. Donc la conclusion de tout ça, c'est que le bilan énergique et climatique de la 5G s'annonce désastreux. Si nous laissons faire, les générations futures et nous-mêmes, nous en paierons le prix fort en termes de santé, en termes de qualité de vie et même aussi en termes de survie. D'accord, merci. Peut-être une petite réaction à ce qui s'est dit ici. Jean-Pierre Raskin ? Ok, merci beaucoup. Beaucoup de chiffres. Je ne vais pas contredire les chiffres qui ont été donnés. Donc, c'est une réalité. Donc, je travaille beaucoup, évidemment, comme je l'ai mentionné, dans la microélectronique, l'extraction de ces minerais. Et je pense que c'est important de le dire. Donc, effectivement, on parle de l'invisible ici. On parle, donc vous avez mis en avant l'infrastructure, l'extraction des minerais, la fin de vie. C'est tout ce qui est invisible pour les populations ici, locales, ici en Belgique. On ne voit plus les mines et on ne voit plus les déchets électroniques. Donc, c'est important de le répéter. Effectivement, on vit dans un monde où l'invisible prend de plus en plus de place. Il faut innover avec des limites. C'est un petit peu le message que vous voulez passer ici avec cette histoire. Vous avez tout à fait raison. Il faut savoir qu'au niveau de l'ingénierie, on ne nous a jamais demandé de réfléchir, de designer, d'innover en considérant, en intégrant ces limites planétaires. Il faut le faire aujourd'hui. Ça ne se fait pas encore. Le recyclage, on n'a pas beaucoup parlé ici d'économie circulaire. C'est souvent des mots qu'on retrouve beaucoup dans des textes de politique nationale ou européenne. Quand on parle de micro, nanoélectronique, des objets électroniques connectés, il faut être très clair. On ne peut pas recycler ces objets-là. C'est très, très clair. Les entreprises les plus au fait de recyclage de la microélectronique, on peut citer en Belgique une société comme Umicore, reconnaissent que sur les 60 éléments, vous voyez le tableau de Mendeleïev, avec tous ces éléments-là chimiques, on utilise 60. C'est parce que toute la table, sauf les radioactifs. Donc on utilise pratiquement tous les matériaux qu'on peut imaginer pour mettre dans un smartphone, pour juste prendre cet exemple. C'est la même chose pour les panneaux solaires, c'est la même chose pour les batteries, pour les voitures électriques, etc. Donc on utilise tout ça. Pardon ? Non, pardon, mais il y a des initiatives qui existent justement pour essayer de recycler les vieux smartphones. Tout à fait. Imaginez-vous, quand je dis 60 éléments, c'est une soupe assez incroyable. Et donc techniquement, chimiquement, il est impossible d'aller, en tout cas dans les connaissances actuelles de la recherche, impossible d'aller retirer ces 60 éléments. On parle de mine urbaine, c'est un peu une erreur. On arrive à retirer au mieux une quinzaine, on va dire, de ces éléments. Et quand on parle avec Umicore, ils nous disent on pourra en extraire 4 de manière rentable si vous gardez de l'or dans vos circuits électroniques. L'or paye le recyclage des 3 autres. Donc, vous voyez, donc techniquement, on ne sait pas tout extraire, on ne sait pas récupérer les matériaux. Et en plus, ça coûte très cher en termes d'énergie, de pollution, etc., de vouloir extraire ça. Et le drame, c'est la matière première, qui est beaucoup trop bon marché. Donc, on préfère continuer à creuser et aller chercher des matériaux. Donc, tout ça, je partage entièrement. Donc, cet aspect de recyclage, l'invisibilité de l'infrastructure, réfléchir avec les limites, on n'en est pas aujourd'hui. Et je termine avec ça. Oui, quand vous parliez des smartphones, etc., il faut savoir que si on passe à la 5G demain, on va devoir changer nos terminaux. Donc, changer les antennes, changer l'infrastructure, mais les terminaux, les smartphones, ils devront aussi changer. Et quand on sait qu'un smartphone, en termes d'impact énergétique, sa fabrication, c'est 80%, et 20% juste pour son usage, parce qu'il a une durée de vie généralement très courte. Donc, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une pollution, et une pollution assez invisible, de nouveau, pour nos contrées ici. Le pire, c'est quand on va dans les contrées où on extrait ces minerais, où on envoie 75% de nos déchets électroniques, comme je vous dis, qu'on ne sait pas faire grand-chose avec ceux-ci. Est-ce qu'il y a... Alors, c'est une vision extrêmement catastrophique, etc. Bien sûr qu'il y a moyen de faire autrement. Bien sûr qu'on peut designer autrement. Bien sûr que si les ingénieurs intègrent avec d'autres disciplines un design pour être démonté, pour être récupéré, pour donner des temps de vie, si on change le modèle économique où on ne vend pas aux gens un smartphone, mais qu'on vend par exemple des données, etc. Donc il y a des modèles économiques de la fonctionnalité. Donc voilà, pour être un peu positif, peut-être qu'on devrait l'être à la fin du débat, parce que sinon... Mais tous les chiffres qui sont donnés, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut designer autrement, oui, tout à fait. D'accord. On ne va pas trop s'étaler sur ces questions, puisqu'il y a eu beaucoup de questions qui nous sont parvenues justement sur l'impact environnemental. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Juste une brève réaction, M. de Monte. Oui, je partage l'enjeu des matières premières. Je pense que le moment, si on veut développer tout ce qui
Ça va être une vraie question de comment... Pardon, excusez-moi. Oui, donc je partage l'enjeu des matières premières. Si on veut développer toutes les applications qui pourraient être liées à la 5G, tous les objets connectés, on va avoir une vraie problématique des matières premières. Et ça veut dire qu'on va devoir, et vous l'avez d'ailleurs fait vous-même dans votre laboratoire, à un moment mener des recherches qui permettent de répondre à ces enjeux-là. Parce qu'on ne peut pas continuer, on ne pourrait pas, sur le modèle actuel, faire développer autant d'objets connectés. Donc ça, c'est une réalité dont le monde économique est bien conscient. On parlait d'un Umicore, vous savez qu'il y a des gros projets sur les batteries et tout ça. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enjeux technologiques qui sont liés à ça. Alors, les chiffres par rapport à la consommation globale liée au digital, vous parliez de 5%, je pense. Moi, j'ai 3%, on peut même se mettre d'accord sur 5%. On peut trouver plus aussi. Oui, mais enfin, mettons même 5, peu importe. On va l'ordre de grandeur et on se dit que ça va évidemment augmenter. Là, je pense qu'on est aussi tout à fait d'accord. Par contre, il y a un autre effet qu'on n'intègre pas dans ce calcul-là, c'est qu'on est quand même convaincu qu'avec des technologies comme la 5G, on va aussi avoir des impacts sur la mobilité et le logement. Or, 70% de la consommation énergétique aujourd'hui, elle est liée à la mobilité et au logement. Et donc, si on voit ça de manière séparée, on se dit, mais oui, on va déjà augmenter une consommation énergétique. On ne tient pas compte dans le calcul des effets retours liés à l'utilisation de ces technologies-là pour la mobilité et pour le logement. Et je prends un bête exemple ici avec le Covid. Moi, j'ai utilisé beaucoup plus de données parce que j'ai passé 3 mois en Teams. Par contre, ma voiture, elle est restée garée devant chez moi. Donc, je n'ai pas consommé, je n'ai pas émis de CO2, j'ai réglé des problèmes de mobilité. C'est un exemple un peu simpliste, mais je trouve que c'est aussi une illustration qu'à un moment, il faut regarder ça de manière globale. Mais donc, pour moi, le vrai enjeu, il est vraiment au niveau des matières premières. Et de nouveau, comme je le disais, dans le cadre du Green Deal, maintenant, on ne peut plus penser digital si on ne pense pas en même temps la composante écologique. Et ça, de nouveau, ça a changé ces 2 dernières années de manière très importante. Juste une toute petite réaction et après on passe au débat. Monsieur Lebout et puis Monsieur Raskin. Très rapidement. Une réaction en forme de question. Vous allez tout de suite deviner quelle sera ma réponse, mais la question que je pose, c'est quelle est l'utilité sociétale véritable de la téléphonie mobile ou de la transmission des données sans fil quand on sait que cette transmission est de l'ordre de 20 fois moins efficace que la transmission par câble ou par fibre optique. Vous devinez ma réponse. Ça, c'est facile. Hein. Vous allez dans des zones rurales et vous essayez à certains endroits de vous connecter. C'est aussi une mobilité. Donc ça, il y a beaucoup de réponses par rapport à ça. Vous n'êtes pas toujours à des endroits. Quand vous avez un accident au milieu de la campagne, vous n'avez pas forcément un réseau filière. Vous êtes bien content d'avoir votre téléphone mobile. Ne rentrons pas dans le débat maintenant. Juste encore une réaction de M. Raskin. Oui, je pense à un élément important que vous citiez, et que vous également, c'est un peu le périmètre de l'étude. C'est souvent ça la difficulté, c'est que les gens ne se comprennent pas parce qu'on ne parle pas du périmètre vraiment dans lequel on veut faire cette étude. On parle de télétravail, vous me disiez, voilà, c'est un exemple un petit peu facile. Ça peut être un très bon exemple, mais de nouveau, il faut l'étudier en profondeur parce que certaines études montrent que le télétravail peut être problématique, vont avoir un impact même plus important sur l'environnement parce que les gens vont se dire, je vais devoir me déplacer que 2 fois à mon travail, donc je peux aller me mettre beaucoup plus loin. Je vais aller à la campagne, c'est beaucoup plus sympathique. Et donc, pour la communauté, il faut amener les câbles électriques, c'est une 4 façades, etc., etc. Donc, les questions ne sont jamais simples. On peut poser plein de questions, mais il faut prendre le temps, il faut mettre les personnes autour de la table, discuter, et on n'aura pas la golden solution où tout va bien se passer, tout le monde sera heureux. Non, il y aura des choix de société à faire. Je veux faire un peu moins de problèmes à l'environnement, un peu moins pour la santé. Mais moi, le social, c'est super important, etc., etc. C'est un débat. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait là, c'est sympathique. Il faudrait que ça sorte de cette salle et qu'on puisse débattre de manière générale par rapport aux technologies. Le périmètre est central, sinon on ne s'entend pas.